Alors, soyez les bienvenus et merci d'être aussi nombreux. C'est simple, le seul endroit où il fallait être à ce moment-là, c'est ici. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'était important de pouvoir partager avec vous une véritable révolution technologique. Et donc, on remercie l'organisateur de cette réunion, EBC, qui est le distributeur d'une nouvelle machine, d'une nouvelle gamme de machines que sont les OCT Yalkaïd Bémizar. Donc, on est sur une nouvelle génération. Vous avez peut-être déjà vu des images. Eh bien, nous, on l'a utilisé dans la vraie vie. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager ce que nous réserve cette nouveauté. J'ai l'immense plaisir de partager donc cette réunion avec d'illustres orateurs que vous connaissez tous. Et donc, on va faire un battle des belles images et on va voir qui sera le gagnant, mais il n'y a pas de prix. Alors, pour commencer, donc, moi, je vais vous parler de généralité. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle gamme d'OCT. On est donc sur une nouvelle génération d'OCT et rien de mieux que de voir ce que ça donne dans la vraie vie. Pour la totalité des images, je tiens à remercier toute l'équipe des centres Export Vision, que ce soit les médecins, que ce soit nos orthoptistes. Et donc, c'est grâce à elles qu'on peut vous montrer des belles images. Alors, j'ai résumé mon topo. Avant, je mettais du texte. Il y en aura un peu quand même. Mais je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord avec 3 images. Et c'est ça que je voudrais que vous gardiez en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle génération d'OCT, moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est 3 choses. Premièrement, c'est la visualisation, la netteté dans la totalité de la fenêtre d'examen, le vitré, la rétine, la choroïde et même la sclère. Donc vous avez, je vous expliquerai sur le versant technique, la totalité. Deuxième, vous avez une pénétration, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la choroïde comme on ne l'a jamais vue. En tout cas, personnellement, c'était une vraie découverte. Et donc, en fait, on a accès aux profondeurs. Et donc, on voit Et dernière chose, c'est qu'on a ouvert le champ de l'examen. Votre fenêtre d'examen s'est ouverte. Et donc, on découvre l'OCT en géographie avec des fenêtres d'examen jusque-là inégalées. Un petit résumé sur l'évolution des générations d'OCT. Donc, vous avez probablement pris le train en marche au moment du time domain, du Stratus, l'OCT3. Eh bien, l'histoire a continué. On est passé du time en spectral domaine. On a perdu la couleur, contrairement à la télé. On a gagné en résolution. On a gagné une nouvelle génération, donc les web sources, avec de la pénétration. On a découvert de la choroïde. Ça a permis de faire plein de descriptions sur les pachychoroïdes. On a ensuite eu l'OCT en géographie. Eh bien, cette nouvelle génération d'OCT, c'est la synthèse des deux. On a une bonne pénétration, on a l'OCT en géographie et surtout, on a un champ d'examen qui est beaucoup plus large et qui permet donc d'analyser un champ beaucoup plus large. Donc, en résumé, on a un OCT, donc nouvelle génération d'OCT, qui est une vraie révolution technologique. L'OCT, si vous êtes là, vous avez bien compris, c'est l'examen d'imagerie de référence aujourd'hui. On utilise toujours l'interférométrie, mais on est rentré dans la génération du Swept Source Full Range. Et donc, pourquoi je suis là et on est là pour en parler? Parce qu'en fait, on a eu la chance d'essayer en avant-première cette machine mise à disposition par un distributeur grec d'une machine chinoise il y a quelques années. Donc, quand j'en ai parlé aux associés, c'est vrai qu'ils m'ont regardé de travers, hein, une machine chinoise distribuée par un grec. Mais l'histoire, donc quand on l'a essayé, on a tout de suite compris que c'était un game changer. Et donc l'histoire, elle s'est écrite avec un distributeur français aujourd'hui de renom, de premier choix. Donc quand vous avez une machine de référence avec un distributeur de référence, ça donne ça. Et donc on a été les premiers à acheter donc, les 2 appareils et qu'on utilise maintenant dans notre pratique de tous les jours. Donc voici l'installation des appareils. On a essayé aussi donc, la gamme complète. Et donc, ce qu'il faut retenir, les avantages, c'est qu'il y a le marquage CE, il y a une excellente pénétration, il y a une rapidité, il y a une longueur de coupe, large champ. Les limites, il y en a quand même, hein, bien sûr. On a une base de données normative qui est encore limitée. On a de temps en temps des petits soucis de segmentation, la carte colorimétrique, mais c'est une machine qui est en évolution. Donc, en image, les 2 appareils. Donc, vous avez le petit frère, le grand frère. Machine à 100 000 ASCAN, les Yalkaïd, le grand frère, le Bémizar, à 400 000 ASCAN. 2-3 messages à retenir au niveau des données technologiques. D'abord, la longueur d'onde. On est sur du Swept Source, donc c'est pour ça qu'on est sur une longueur d'onde élevée, plus de 1000 nanomètres. Et on est sur une vitesse d'acquisition pour le Bémizar qui est vraiment sur très très élevée, 400 000 ASCAN.
Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des longueurs de coupe inégalées. Et donc, pour le grand frère, on est sur des longueurs de coupe qui peuvent aller jusqu'à 24 mm. Sur le petit frère, on est jusqu'à 17 mm. Et on a des champs d'OCT en géographie qui sont très larges. Pour le grand frère, à 24 x 20 mm, ce qui donne quasiment de l'imagerie ultra grand champ en un seul clic. Et le petit à 15-15, mais que vous allez pouvoir utiliser en mosaïque pour faire de l'imagerie ultra grand champ. Donc ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Eh bien, voilà ce qu'on va utiliser demain, c'est-à-dire on va ouvrir la fenêtre d'examen et encore plus pour le Bémizard. Et donc, en fait, vous avez sur une seule acquisition un large champ beaucoup plus important pour regarder de manière antéro-postérieure, mais également longitudinale. Il y a des termes techniques qu'il faut apprendre à utiliser, à connaître. Et donc, swap source, ça on le savait déjà, parce qu'on avait des OCT de swap source, mais on va utiliser le système full range. Full range, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est le principe d'avoir un champ avec beaucoup plus de points analysés et sur une fenêtre plus large. Comment c'est possible? Tout simplement parce que vous avez un appareil qui va marcher beaucoup plus vite. C'est la vitesse d'acquisition qui permet ça et qui rend l'analyse full range possible. Donc vous allez avoir une vitesse d'acquisition élevée avec des lignes beaucoup plus resserrées, ce qui fait que vous allez avoir une image de meilleure résolution et vous allez être bien partout au niveau de l'image que vous avez enregistrée. Donc ça permet en fait ça. C'est qu'avant, on avait un appareil spectral domaine que vous pouviez mettre au point en mode EDI ou en CDI, c'est-à-dire soit sur le vitré, soit sur la choroïde. Et bien là, aujourd'hui, avec le full range, vous ne vous posez plus la question, vous êtes bien tout le temps sur le vitré. Donc on découvre le vitré comme on ne l'a jamais vu. Vous êtes bien sur la rétine, ça c'est de base, on l'avait déjà. Mais vous êtes aussi bien au niveau de la choroïde. Donc vous avez une visibilité sur la totalité du champ. Ensuite, vous avez quelques avantages avec le principe du swap source, c'est la pénétration tissulaire. Et ça, on l'avait appris grâce aux travaux de Spade sur les premiers appareils swap source, c'est que la longueur d'onde fait que vous avez un rapport signal sur bruit qui est beaucoup plus constant dès que le signal pénètre dans l'œil. Ce qui fait que quand vous avez une cataracte dense, vous avez un trouble des milieux, eh bien, en OCT classique, vous êtes limité, et bien là, vous découvrez qu'en fait, vous avez une analyse qui est quasiment normale, avec une cataracte ultra dense. Donc ça, vous allez voir, dès que vous allez commencer à passer vos patients sur l'appareil, vous allez dire, bah, tiens, je ne pensais pas que j'aurais une image, eh bien vous en avez une. Ensuite, la pénétration va permettre de voir des structures plus profondes. Donc on va découvrir des images. Donc nous, on est très spécialisé dans tout ce qui est exploration échographique des structures profondes. Eh bien aujourd'hui, on utilise en combo ces appareils qui permettent de voir également les structures profondes. Et ce qui fait que, par exemple, sur des lésions atypiques, des névus atypiques, on va avoir du mal à mesurer la profondeur sur un OCT classique. Eh bien, regardez, là, vous voyez en fait la profondeur de cette lésion. La rapidité de la machine vous permet aussi d'avoir un excellent examen sur une fixation instable. Et là, je pense à des DMLA évolués, où il faut aller vite. Plus la machine va vite, et plus vous allez pouvoir le réaliser sur des patients. Donc vous avez des fois des DMLA atrophiques, des DMLA vasculaires cicatriciels, où vous dites jamais je vais avoir une bonne image. Eh bien regardez, vous avez une bonne image, et vous pouvez faire de l'OCT en géographie dessus. Le grand champ, c'est l'évolution donc du 6 par 6 qui est le standard. On va vers du 12 par 12 et pour le petit frère, on va sur du 15 par 15. Déjà, quand on utilise le 15 par 15 en routine, parce que ça, vous le faites de manière facile et routinier, vous allez découvrir donc des pathologies vasculaires et vous allez regarder une rétinopathie diabétique, les occlusions veineuses rétiniennes, mais aussi vous allez pouvoir faire des mosaïques avec le 15 par 15. Ce qui fait que le 15 par 15 en mosaïque va vous donner un champ beaucoup plus large. Et on a fait une comparaison donc, sur les pathologies donc, vasculaires entre le Yalcaïd et le Bémizard. Vous allez voir qu'en fait, le Bémizard vous donne une vision quasi globale de cette périphérie. On est quasiment équivalent à un angiographie ultra grand champ. Et donc, on commence à voir l'ischémie sur le 15 par 15 dans cette rétinopathie diabétique proliférante. Mais regardez sur le 24 par 20, on voit encore plus largement ces zones ischémiques. Donc, en fait, vous avez une gamme complémentaire où vous pouvez voir déjà la périphérie et encore plus avec le Bémizard. Juste pour vous montrer quelques images, quelques évolutions sur les néovaisseaux, on a l'OCTA classique où on était habitué déjà à voir les néovaisseaux, mais on gagne en résolution, on gagne en meilleure visualisation. Et puis, il y a des outils, des gadgets dessus, où on se dit, bon, on ne sait pas trop quoi on va faire. Eh bien, en fait,
Vous avez par exemple le mode e-spot qui va vous permettre de voir sur ce cas d'occlusion de branche veineuse rétinienne ischémique traité par laser, où vous avez donc la capacité de voir l'OCT angiographie avec de l'ischémie, et ensuite l'appareil va vous incrémenter dessus vos impacts de laser, ce qui va permettre de savoir est-ce que j'ai été complet sur mon laser ou est-ce qu'il faut que je le complète encore plus. Donc ça, c'est des outils qui me paraissent très très intéressants. Sur le segment antérieur, c'est un appareil également complet, parce que nous, on fait beaucoup d'imagerie de segment antérieur, et bien là, vous avez tous les patterns d'analyse du segment antérieur, et vous allez pouvoir faire de la topographie cornéenne OCT, vous allez aussi pouvoir faire de la biométrie de segment antérieur avec la profondeur de champ antérieur, la flèche cristallinienne, analyse, et surtout, vous allez pouvoir y associer de l'OCT angiographique, parce que, ici par exemple, un cas qui nous a été adressé pour une anomalie vasculaire découverte à la lampe à fente, eh bien, le fait de l'analyser en OCT B-scan ou en OCT angiographie, vous voyez la petite anomalie vasculaire qui va permettre de mettre en évidence ici une petite dilatation vasculaire bénigne. Et des cas un peu plus extrêmes, où on se dit l'OCT de la cornée ne donnera pas grand-chose, ici on a une complication d'un abcès de cornée avec une conjonctivalisation, et regardez cette image incroyable du néovaisseau cornéen, et on a même une image du segment antérieur malgré cette opacité. Alors, je voulais être exemplaire et respecter mon temps de parole pour laisser la place pour mes co-présentateurs. Et donc, j'espère vous avoir convaincu que c'est un appareil qui est complet et qui est vraiment un game changer. Merci encore à toute l'équipe d'Expert Vision. Je laisse la parole au professeur Eric Souyed, donc qu'on ne présente plus, et qui va nous parler des analyses des néovaisseaux choroïdiens en imagerie. Merci Mathé. On peut féliciter Mathé pour sa nomination au conseil d'administration de la SFO. Vous l'avez tous vu ce matin dans le journal, bien sûr. Toutes mes félicitations. Merci à EBC, merci à Olivier pour ton invitation. Alors, on va parler du Toward P et du Bémizar en particulier dans les néovaisseaux choroïdiens. C'est un topo qui a été fait avec l'ensemble des membres de l'équipe, mais en particulier avec Nika Vrabic et Kamal Elmedjoubi. Les conflits d'intérêts. Tout d'abord, ce sera ma seule slide pratique, puisque Mathé a déjà développé toute la partie technique et pratique. On a fait une évaluation du temps d'acquisition, puisque la question qui se pose, c'est en pratique, est-ce que c'est réalisable? On a vu régulièrement, voire régulièrement, des nouvelles machines, des nouvelles technologies apparaître. Et est-ce qu'en pratique, oui. Alors effectivement, là, ça se compte en secondes. Pour faire un 6-6, qui est déjà très honorable, on est à moins de 10 secondes. Et 26 secondes pour faire un 20-24, c'est quelque chose de très rapide. En s'appliquant chez des patients hospitaliers qui n'ont pas toujours une vision centrale. Donc, on arrive à des choses qui sont tout à fait acceptables. Alors, on va passer en revue les différents types de néovaisseaux choroïdiens. Tout d'abord, un DEP fibrovasculaire, ici où on voit bien le tronc nourricier, les différentes branches. On a affaire à une lésion qui est immature. Il y a très peu d'espace vide, très peu de flavoïdes. On voit les arcades anastomotiques tout au long. On peut vraiment les dessiner avec une grande précision. Et on voit ce qui est peut-être déjà en train de se profiler derrière en background. Remarquez qu'on a ici un DEP qui est largement supérieur à 250 microns. La limite de visibilité des néovaisseaux, ça fait sourire, des néovaisseaux en OCT angiographie est fixée à 250 microns, était jusqu'à présent fixé à 250 microns. Après, ça devient très aléatoire et très difficile de retrouver derrière des DEP de plus de 250 microns la lésion néovasculaire. Ici, on le voit très bien. Ici, un autre exemple de bouquet néovasculaire. On voit bien le tronc nourricier très vite, la différenciation avec les deux branches. On est sur des néovaisseaux, là encore immatures, avec toutes les petites ramifications et les arcades anastomotiques sur les bords, très peu de flavoïdes. Là encore un exemple de néovaisseau de type 1 avec un tronc nourricier, les ramifications, le tronc nourricier central et toutes les branches. Ici un polype qui est particulièrement bien visible. Alors pour une question que j'ignore parce que ça doit être dans l'algorithme, les polypes sont bien visibles. Avec cette technologie, on voit vraiment bien la lésion polypoïdale et le branching vascular network sur les bords. Ici, un faux positif, ce qu'on a appelé l'effet popcorn. Vous voyez qu'on voit juste du blanc, globalement. L'effet popcorn, parce que ça ressemble, vu de haut, à un paquet de popcorn. Oui, je suis gourmand.
Et on retrouve cet aspect-là et on ne distingue pas de vaisseau. Et ça, c'est ce qui pourrait être considéré comme un faux positif, mais en regardant bien, on ne voit pas de trame néovasculaire. À l'inverse, vous voyez ici un effet popcorn avec un point hyper réflectif, et il s'agissait bien de néovaisseaux de type 3. Ils sont bien vus en B-scan. Là encore, un nascent type 3 qui est très bien visible, hyper réflectif, ici. Avant et après injection anti-VEGF, vous voyez qu'il a tendance à s'amenuiser avant et après anti-VEGF, comme c'était déjà le cas et comme on l'a observé. Donc, une grande précision pour retrouver ici, on a 2 foyers de néovaisseaux de type 3 qui, après injection, un mois après, s'éteignent. Ici, un patient qui a une lésion mixte de type 3 et de type 1. Alors, on va passer maintenant à une analyse des DEP. Ici, une lésion néovasculaire à bord moins bien limité que l'on va retrouver en OCT. Quelle que soit la hauteur du DEP, vous voyez qu'ici, le DEP n'est pas très épais, il doit être à moins de 250 microns. Ici, à plus de 250 microns, on retrouve, à chaque fois, on arrive à identifier les néovaisseaux. Et ça, c'est un vrai plus, puisque quand on veut quantifier et analyser le bouquet néovasculaire, il arrivait assez fréquemment, dès que le DEP dépassait 250 microns, à ce qu'on ne puisse pas les identifier. Et là, on les voit très bien. N'est-ce pas, Kamal? Ici, on a un tronc nourricier. On retrouve, même dans ce grand DEP, qui doit être à plus de 400 microns, on retrouve le lacinovasculaire. Et là, on va retrouver sur un DEP séreux, alors là, on n'a pas affaire à un DEP fibrovasculaire, mais un DEP séreux, les fameux néovaisseaux dans l'encoche du DEP séreux. On les devine ici un petit peu, et on les voit beaucoup mieux en imagerie en face. C'est assez beau de les voir aussi bien, même dans des grands DEP. Alors là encore, on est passé de l'image noir et blanc à l'image couleur, par colorisation, et par colorisation, on peut délinéer, préciser chacune des couches rétiniennes et en particulier les néovaisseaux choroïdiens. Alors ça a un but surtout pédagogique pour montrer aux patients les images. Sur la quantification, alors l'appareil nous donne déjà des quantifications automatiques, ça c'est un gros avantage. La densité vasculaire sur les plexus superficiels, la densité vasculaire sur les plexus profonds, l'index de vascularité choroïdienne. Rappelons-nous que la DMLA est une maladie des néovaisseaux choroïdiens, donc un fort intérêt de voir la réponse thérapeutique sur la vascularité choroïdienne à court mais surtout à long terme. Ici un néovaisseau de type 3 analysé avec avant et après traitement l'index de vascularité choroïdienne. Alors, on a l'appareil on n'a pas l'appareil depuis des années, on l'a depuis quelques mois, mais ça nous permet déjà de faire une évaluation sur la réponse thérapeutique et la safety au niveau des plexus vasculaires choroïdiens. Là encore, l'index de vascularité choroïdien qui est calculé automatiquement et on peut faire un espacement aussi grand et aussi petit que l'on veut, c'est fait automatiquement et ça c'est un vrai gain de temps. Ici vous voyez sur un champ beaucoup plus grand l'index de vascularité choroïdienne avant et après traitement. Ici on est sur du 20-24. Alors là encore on a voulu essayer de s'amuser à voir si on pouvait avoir une reconstruction 3D. Et oui, alors si on a la vidéo, voilà, on peut avoir une reconstruction 3D et faire une modélisation. Ici, c'était un patient qui avait des polypes. On les voit ici en arrière. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière pour qu'on les voit. En violet. On voit bien le bouquet de polypes. Alors ça s'obtient assez simplement. Là encore, un bouquet de vascularopathie polypoïdale où on identifie bien le bouquet de polypes et sur cette modélisation 3D. Ça a été fait par Kamal et Nika. Là encore, un polype qui est bien visible. Alors c'est vrai qu'on se pose
plus la question du diagnostic, là, hein, on les voit très bien. On a vraiment l'impression qu'on a été rechercher le trésor sous le tapis. Bon, allez, encore un petit dernier avec les couches rétiniennes et la vascularipathie polypoïdale juste en arrière. Ici, c'est un DEP séreux associé à des polypes. Alors, on va voir l'ombre du DEP séreux comme le squelette. Et derrière, on voit les polypes, juste à côté, adjacents, dans l'encoche, avec le branching vascular network adjacent. Alors, on a parlé des néovaisseaux choroïdiens et on va enchaîner, on enchaînera ensuite sur la néovascularisation pré-rétinienne que l'on voit avec une grande définition dans la rétinopathie diabétique. Je vous remercie. Bien entendu, à suivre, et si vous voulez en savoir et en voir plus, vous allez Hall Passy, à côté de l'espace jeune. Il y a le discount, enfin, il faut scanner pour s'inscrire. Vous scannez, vous inscrivez automatiquement à Maculart. Rendez-vous à Maculart. Merci beaucoup, Eric. Et le timing est serré. On va vous montrer le plus d'images possible. Peut-être, si vous avez des questions, gardez-les. Si on a le temps de discussion après, on sera ravis de répondre aux questions. Et donc, aujourd'hui, on a également la chance d'avoir deux goats de l'imagerie. Donc, Ali, qui sillonne le monde entier. Merci donc, beaucoup. qui va parler d'OCTA, un nouvel outil dans les pathologies rétiniennes. Et merci beaucoup. Je me considère très chanceux parce que BC nous a donné l'occasion d'utiliser cette nouvelle machine qui est extraordinaire. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux souligner une chose. Avec Twat PI, nous, on a la possibilité d'avoir des images en montage jusqu'à 120 degrés avec des coupes de 24 mm. Mais ça veut dire quoi? Les chiffres ne veulent rien dire quand on parle comme ça. Voici par exemple un patient, une image de fondeur 24 sur 20. Et vous voyez, 24 mm, ça vous permet d'avoir tous les détails, un DPV avec une traction tout entière grâce à cette coupe. C'est l'autre œil. Et vous voyez qu'avec une seule coupe, et comme Mathieu vous a dit, on a la possibilité de voir toutes les couches assez nettes. Une coupe qui va jusqu'à 24 mm vous permet d'avoir une idée sur les rapports vitréo-rétiniens. Ça, c'est notre patient diabétique. Vous voyez un anneau prépapillaire, c'est le résidu de la hyaloïde. Et vous voyez qu'en fait, avec une seule coupe qui passe par la papille, vous avez une idée sur l'état de l'hyaloïde qui est toujours attaché au niveau de la papille. Mais on peut aller encore plus loin et vous pouvez avoir une image en 3D. Ça ne marche plus. Hein? Il ne marche pas. Bon, okay. Ça, c'est une patiente qui a une toxoplasmose, une scatis de toxoplasmose. Comme vous savez que c'est un système confocal, ça veut dire qu'à partir de la surface, avec l'OCT, en réalisant une seule coupe, vous pouvez, en changeant les segmentations, à partir du vitré, vous voyez, nous sommes dans la couche de fibre optique, et vous pouvez descendre couche par couche en examinant chaque couche avec les vaisseaux, les configurations. Vous voyez, je descends de plus en plus dans les nucléaires et internes. J'arrive encore plus profond. Ça, c'est le chorioïde capillaire. Et j'arrive au niveau de la choroïde. Et ça vous permet d'avoir que cette cicatrice est très étendue. Et là, avec le B-scan, vous voyez que, en fait, la cicatrisation, la traction du vitré dans cet endroit est assez fort. Est-ce que ça va marcher? Toujours pas. C'est bizarre, pourquoi ça ne marche pas? Bon, je ne vais pas insister. C'est une jolie image en 3D. Là, c'est un patient diabétique. Et quand on regarde de près, on devine quelque chose comme une membrane maculaire. Le sujet n'est pas rétinopathie diabétique. Mais là, je veux souligner l'importance d'avoir des coupes de 23 mm. Regardez le rapport de vitré.
le doublement de la hyaloïde, il y a une membrane hyperrétinienne avec un épaississement. On voit tous ces rapports où il y a des vaisseaux qui sont collés au niveau de l'hyaloïde, les forces tractionnelles, en réalisant des coupes raster de 23 mm. Vous pouvez avoir toute l'idée des rapports vitréo-rétiniens, surtout si vous voulez opérer ce patient-là. Vous voyez comment les deux doublements de l'hyaloïde et le membrane épimaculaire qui sont collés l'un l'autre, ça vous permet d'avoir une meilleure analyse du vitré, la traction vitréo-rétinienne et la membrane épimaculaire. Là, c'est une occlusion branche veineuse rétinienne qui est déjà traitée. Vous voyez les vaisseaux fantômes. Là, c'est une image en une seule fois, presque en 15 secondes. Vous pouvez avoir une image de pôle postérieur. Vous pouvez avoir une image en négatif qui vous permet de voir les anostomoses, les dilatations des capillaires, les territoires ischémiques. Et la machine vous mesure automatiquement la surface de la zone occlue qui vous permet de calculer l'endroit de non perfusé, ce qui est important, surtout pour les patients diabétiques aussi, que vous savez qu'il y a un rapport avec les zones non perfusion périphériques et le dent maculaire. Il y a des rapports, l'index de perfusion choroïdienne est très important. Donc, la machine vous permet de mesurer les zones d'occlusion et non perfusion facilement. C'est un patient, une occlusion veineuse centrale. Vous voyez des territoires ischémiques. C'est la seule image qui est réalisée 26 sur 22 mm. Là, ce que vous obtenez quand vous faites un panorama. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous voyez très bien cette occlusion veineuse, les territoires ischémiques étendus, surtout dans toutes les régions temporales. Et là, vous pouvez avoir une coupe B-scan. Vous voyez aussi déjà l'amincissement des couches internes de la rétine, très clairement. Là, c'est un patient qui est adressé en disant une rétinopathie diabétique proliférante, sévère, il faut laseriser. Et quand on a regardé, c'est vrai que c'est un patient diabétique, mais ça ne fait pas du tout à une rétinopathie diabétique. Ça, c'est l'image panorama en grand champ. On parle de l'imagerie multimodale. Vous voyez, avec les panoramas, et vous pouvez aller jusqu'en périphérie. Et donc, évidemment, c'est quoi? C'est les taches de rotre. Et l'autre côté, on regarde, on a exactement le même aspect avec les hémorragies de points blanchâtres au milieu. Et là, ce panorama, on se dit, il faut faire un enjeu, mais le patient n'était pas prêt pour l'enjeu. On s'est dit, pourquoi pas faire au CTA? Voilà, c'est une seule image de fond d'œil. Et ça, c'est le montage. Et il n'y a pas d'ischémie, en fait. On retrouve l'effet masque des hémorragies, mais il n'y a pas d'ischémie. L'autre côté, c'est pareil. Il n'y a pas d'ischémie. Et vous voyez l'étendue de cette zone qui va jusqu'en périphérie. Après, on réalise l'angiographie. Voici, c'est l'imagerie montage en grand champ, l'OCT et l'OCTA qui colle bien. Et en fait, l'OCTA vous montre mieux l'état des capillaires que l'angiographie, où vous voyez une petite diffusion temps tardive, comme vous voyez ici aussi. Et si on met tout ça, c'est une image très importante, parce que je vais vous montrer où on en est. On est dans l'image multimodale, mais ultra grand champ. Vous voyez comment on peut pousser en extrême l'imagerie, que ce soit en angiographie, en photocouleur, et l'OCTA. Vous voyez que nous avons beaucoup de possibilités, surtout avec l'arrivée de cette nouvelle génération. Et nous avons possibilité de mieux explorer ces pathologies. Et là, vous voyez 3 systèmes d'ultra grand champ qui collent l'un sur l'autre et qui vous donnent de plus de renseignements et plus de data. Là, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que c'est un CRSC? Et vous voyez avec le système de photocouleur, l'OCTA, l'ICG, toute l'imagerie multimodale sont tous ensemble pour vous donner un peu plus de renseignements. C'est vrai qu'avec un effet de coulée, avec une hypofluorescence en ICG, on se dit ça peut être une CRSC, mais Mathé nous a parlé. Si on fait des coupes rest line et radial line, en fait, on trouve une hémangiome choroïdien. Et vous voyez en 3D, vous avez une bosse avec les B-scans. Vous voyez tout ça. Et sur les décorrélations, vous voyez des vaisseaux ici. Donc, vous êtes dans l'image multimodale.
et vous mettez tout ensemble et vous êtes sûr de ce que vous voyez de votre diagnostic. Par contre, ça c'est une CRST. Vous voyez, c'est l'imagerie multimodale, ICG, tout, l'angiographie. Et on passe, si on fait l'OCT, et on retrouve des commentaires rétiniens avec un DEP en bas. On regarde les pachychoroïdes avec des dilatations des capillaires. Et là, on peut segmenter les couches superficielles. Vous voyez, c'est la rétine. Mais on regarde les choroïdes et on se retrouve dans les choroïdes. À partir de là, on peut même mesurer les densités et l'épaisseur choroïdienne. On peut même diviser en plusieurs morceaux. Et on peut aller encore plus loin. Il est possible de faire plusieurs mesures. Là, par exemple, pourcentage de densité de vaisseau choroïdien, le volume d'index choroïdien. Et vous pouvez aller encore plus loin pour voir le volume de vaisseau choroïdien. Et par chaque millimètre carré, et vous aurez plusieurs, et après vous avez l'index de stroma choroïdien et volume choroïdien, et vous voyez, avec un seul examen, l'appareil vous permet d'avoir toutes ces mesures qui sont très en actualité. Donc, vous faites une seule image, et vous avez les mesures de toutes ces images choroïdiennes sous la main, et ça ouvre plein de possibilités de recherche. Actuellement, il y a environ centaines de publications qui sont déjà affichées. Et après, on peut aller, comme Mathieu montrait, on peut aller voir le segment antérieur. Vous voyez la réaction de l'iris. Avec la lumière, comment l'iris se contracte, et vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Et Mathieu montrait aussi l'effet de faire une iridotomie, et vous pouvez voir si votre iridotomie est bien perméable ou non. Et je retourne de la carnet sur la rétine, et vous pouvez visualiser les vaisseaux rétiniens. Merci. Merci Ali et bravo pour ces magnifiques images. Je crois qu'on a un très beau panorama et il nous manque encore une partie sur la rétinopathie diabétique et donc le professeur Reggio Canti, chef de service donc de la Vicenne, va nous partager son expérience et montrer la place de l'OCT grand ultra grand champ dans la rétinopathie diabétique. Merci beaucoup Mathé, merci beaucoup à EBC d'avoir organisé ce symposium et de m'y avoir convié. Je suis ravie de vous parler de diabète aujourd'hui. Alors le diabète, je ne vous le rappelle pas, c'est le mal du siècle. 463 millions d'individus dans le monde, 4 millions en France, 6% la prévalence du diabète, avec des complications qui sont gravissimes. Une rétinopathie diabétique qui peut aboutir à la cécité lorsqu'elle est compliquée, un œdème maculaire avec parfois des réponses non satisfaisantes, des œdèmes réfractaires. Et les challenges actuels sont la non-perfusion qui est un élément essentiel à évaluer. L'angiographie à la fluorescéine est un examen invasif et parfois perturbé par les diffusions, donc l'OCTA est l'examen de choix. Le champ d'acquisition des OCTA standards est trop petit pour évaluer la sévérité de la rétinopathie diabétique périphérique et les œdèmes réfractaires qui n'ont pas toujours de réponse. Donc on va discuter ces challenges et l'apport de l'OCT Toward P. Bémizar, que j'ai eu la chance donc d'avoir dans le service pendant un peu plus de 3 mois. Donc le premier challenge, évaluer le degré de non-perfusion. Quelles sont les indications dans lesquelles ceci peut être intéressant? Je vais vous parler des cas des featureless rétinopathie diabétique et je vais vous parler également de la maculopathie ischémique avec la possibilité grâce à l'OCTA de mieux comprendre les mécanismes de certaines baisses d'acuité visuelle. Alors la featureless rétinopathie, qu'est-ce que c'est? C'est une rétinopathie diabétique qui est parfois extrêmement sévère et qui présente peu de signes indirects à l'examen en rétinographie couleur comme ici. Vous voyez, on voit toutefois des capillaires qui sont déshabités en nasal, mais on a peu de signes, peu d'hémorragie, peu d'anomalies veineuses, peu d'amire. Et en fait, quand on fait une angiographie à la fluorescéine, vous voyez, on a vraiment une rétinopathie diabétique qui est proliférante. Donc il faut extrêmement être méfiant de ces cas de patients qui sont souvent très déséquilibrés. Et on a remarqué qu'il y avait souvent beaucoup d'anomalies vasculaires, macrovasculaires associées.
Donc pour justement ces patients-là, eh bien l'OCTA ultra grand champ nous permet d'évaluer la non-perfusion périphérique, vous la voyez ici, et de voir également des néovascularisations prépapillaires, comme vous voyez très distinctement ici sur la coupe de Bescane, avec ce néovaisseau ici prépapillaire que l'on voit très bien. Alors ce que j'apprécie tout particulièrement sur cet appareil, c'est qu'il explore de façon assez étendue la partie, le champ nasal de la rétine, qui est un champ qui est parfois mis en défaut par d'autres OCTA grand champ, et c'est le champ qui est souvent le plus ischémique quand on examine nos patients. Donc c'est vraiment un champ qui est intéressant d'examiner avec un OCTA pour avoir vraiment une notion précise de la sévérité du patient. Je voudrais vous présenter un autre patient ici qui avait une rétinopathie diabétique proliférante, comme vous voyez, avec beaucoup de fibrose au pôle postérieur, une hémorragie pré-rétinienne. C'est un patient qui avait un décollement de rétine tractionnel. Vous voyez tous les néovaisseaux en angiographie à la fluorescéine qui diffusent. Ce patient a été opéré, donc vous avez l'image préopératoire en haut, et puis vous avez l'aspect post-opératoire 1 mois donc après la chirurgie de vitrectomie et 6 mois après la vitrectomie, avec un aspect anatomique qui est plutôt satisfaisant, mais malheureusement pas de récupération visuelle chez ce patient. Et c'est vraiment l'OCTA qui nous permet de constater qu'il y a une maculopathie ischémique avec une ischémie étendue dans tout le territoire temporal. Et quand vous regardez la coupe Bescane avec donc la vascularisation rétinienne, vous vous rendez compte que dans toute la partie temporale de la rétine, il n'y a plus de vascularisation rétinienne. Donc voilà, cette maculopathie ischémique et c'est cet appareil qui nous permet bien sûr de comprendre le mécanisme de la baisse d'acuité visuelle. Alors, le deuxième challenge, c'est d'évaluer la sévérité de la rétinopathie diabétique. À l'heure actuelle, on utilise toujours la classification de l'ETDRS pour savoir si l'on va proposer ou pas un traitement à nos patients. Le traitement, vous le savez, dans les formes de rétinopathie diabétique proliférante, ça va être la panphotocoagulation rétinienne. Et donc, on va détecter la présence de néovascularisation pour justement proposer ce traitement. Donc, je vous présente le cas d'un patient ici qui avait peu de signes en 2015, qui avait une rétinopathie diabétique tout juste modérée à gauche et minime à droite, que l'on a suivi de façon peu régulière parce que ce patient n'est pas vraiment revenu régulièrement. On l'a revu en 2025, voici son aspect de l'œil gauche. Voici le cliché couleur. Alors, on note en temporale supérieure de la macula quelques anomalies vasculaires. Vous voyez l'angiographie ici, qui retrouve quand même quelques zones ischémiques, mais très peu, avec cette lésion vasculaire en temporale supérieure qui diffuse. Donc on peut se demander s'il s'agit d'un néovaisseau pré-rétinien ou pas. Voici ici l'aspect de l'œil droit. Donc peu d'anomalies sur le cliché couleur. Vous voyez ici une petite zone de non-perfusion, enfin une zone ischémique en temporale de la macula. Et lorsqu'on va faire l'OCTA ultra grand champ, eh bien on va avoir des anomalies qui vont être visibles de façon beaucoup plus précise, avec ici une maculopathie ischémique avec un élargissement de la zone avasculaire centrale très important. Vous voyez cette zone ischémique qui est beaucoup plus marquée sur l'OCTA que sur l'angiographie à la fluorescéine. Et donc on va retrouver également une maculopathie ischémique à gauche avec cette lésion vasculaire que l'on voyait sur l'angiographie à la fluorescéine, pour laquelle on se demandait si c'était un néovaisseau pré-rétinien ou pas. Et donc là, l'OCTA va nous donner la réponse, puisque vous voyez qu'au croisement de la ligne horizontale et verticale, si on se met sur l'image Bescane, eh bien on voit que cette lésion est intra-rétinienne. Donc il s'agit ici bien d'un AMIR, et donc on ne va pas proposer de panphotocoagulation rétinienne à ce patient, mais une surveillance. Voilà. Et c'est un patient qu'on va probablement inclure dans EviRed, puisque c'est un patient non proliférant. Alors, le troisième problème, le troisième challenge dans la prise en charge de nos diabétiques, ce sont les œdèmes maculaires diabétiques réfractaires. Alors, quand on va être face à ces œdèmes maculaires diabétiques qui vont résister au traitement pharmacologique par voie intravitréenne, on va faire un bilan à la recherche de facteurs systémiques, bien sûr, que je ne vous détaille pas ici, et de facteurs locaux d'entretien qu'on appelle des télangiectasies capillaires, qui avaient été décrites par l'équipe de Michel Pack il y a quelques années maintenant. L'équipe lyonnaise a également étudié ces télangiectasies capillaires qui sont présentes dans l'œdème maculaire diabétique, mais également dans les occlusions de branches veineuses et qui entretiennent l'œdème. Et l'équipe de Lyon avait montré déjà qu'il existait une variabilité dans la sensibilité de détection de ces télangiectasies capillaires en fonction de l'appareil utilisé, qui allait de 30 à 70%. Donc nous, on a voulu déterminer la sensibilité de l'OCTA Toward Pibemizar donc dans la détection des télangiectasies capillaires en couplant l'OCTA avec l'OCT Bescane et l'OCT en face que propose cette machine. C'est un examen donc non invasif qui permet de détecter les télangiectasies capillaires.
Et vous le voyez ici sur cet exemple, on arrive à distinguer très bien en couplant l'OCT B-scan avec soit le plexus capillaire superficiel, soit le plexus profond en fonction de la localisation de la téléangiectasie capillaire. On arrive à localiser la téléangiectasie capillaire et la localiser au niveau du réseau vasculaire pour pouvoir aller derrière la traiter. Donc nos critères d'inclusion, c'était tout patient diabétique et ou avec antécédent d'OBVR qui présentait une suspicion de téléangiectasie capillaire, chez qui on a réalisé donc ICG, bien sûr c'est le gold standard pour la détermination de ces téléangiectasies capillaires, OCTA une acquisition de 6 mm par 6 mm et OCT B-scan. Donc on avait pour objectif d'inclure 30 patients et donc les images sont en cours de lecture et donc on a prévu 2 gradeurs indépendants pour grader aussi bien les ICG que les OCTA, les B-scan et les OCT en face. Et donc ce qu'on a retenu comme étant des téléangiectasies capillaires significatives, ce sont des lésions qui sont supérieures à 150 microns en OCT et qui vont être hyperfluorescentes sur les temps intermédiaires et tardifs de l'ICG. C'est la définition des téléangiectasies capillaires. Donc voici quelques petits exemples de tel CAPS. Donc vous avez le B-scan en bas qui vraiment vous localise la lésion hyper réflective et puis vous avez l'angiogramme qui retrouve sur la gauche donc cette lésion couplée à l'OCT en face qui confirme également la lésion hyper réflective et vous avez l'ICG sur la droite qui confirme la présence d'une téléangiectasie capillaire. Donc l'analyse est encore en cours. Pour l'instant, on a analysé 23 yeux de 21 patients âgés en moyenne de 63 ans. C'était dans 100% des cas des œdèmes maculaires diabétiques. Et on voit qu'en fait, on s'est amusé à coupler différentes modalités. Donc, lorsqu'on combine l'OCTA avec le B-scan, on a 65% de sensibilité. Lorsqu'on combine l'emphase avec le B-scan, on a 78% de sensibilité. Et si on combine l'emphase, l'OCTA et le B-scan, qui finalement sont les 3 modalités disponibles sur la machine, eh bien, on a plus de 80% de sensibilité. Donc, on a encore quelques patients à analyser, mais on est très content de cette sensibilité qui nous permet quand même de nous passer de l'ICG dans 8 cas sur 10, ce qui n'est pas négligeable. Donc pour conclure, l'OCTA ultra grand champ de Towarpy permet d'évaluer les zones de non-perfusion rétinienne périphérique, particulièrement dans le champ nasal, donc champ qui est particulièrement intéressant dans cette pathologie. Cette OCTA permet également d'observer des néovaisseaux pré-papillaires et pré-rétiniens, y compris en périphérie. Donc c'est très utile, notamment pour le cas des featureless rétinopathies dont je vous parlais au début. Et pour les œdèmes maculaires diabétiques réfractaires, on l'a vu, la sensibilité est élevée lorsqu'on couple les modalités les différentes modalités proposées par cette OCT, avec une spécificité de 100%, une sensibilité qui est très élevée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Audrey. Je crois qu'on a pu vous offrir un panorama assez complet sur donc, cette nouvelle génération d'OCT. En pratique courante, vous utilisez de la même manière. Vous avez une imagerie complète. Est-ce que les orateurs, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le Bémisard? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce topo. Moi, j'avais une question sur les indications d'angiographie que vous gardez et puis sur la sémiologie qui est quand même un peu différente de ce qu'on connaissait. Enfin, il y a une sémiologie à construire. C'est vrai que l'acquisition des clichés est intéressante, très intéressante, mais au niveau sémiologie et puis les indications que vous gardez, comment voyez-vous, enfin, quelle place donneriez-vous à cette machine qui effectivement apporte beaucoup de nouveautés, mais... C'est vrai que jusqu'à présent, dans cette angiographie, il y avait plusieurs étapes. Il y a l'acquisition des images, ensuite le travail sur les images, la segmentation, et ensuite l'analyse. Là, la segmentation est assez bonne et fiable, donc on gagne déjà cette étape. Donc il y a l'étape d'acquisition, et qui est technique, et l'étape d'interprétation sur laquelle on a une nouvelle sémiologie. Pathologie par pathologie, on est en train de peu à peu, je ne dis pas abandonner, mais diminuer considérablement les angiographies à la fluo et en ICG. Avant, c'était une règle, il fallait en avoir fait une au baseline. Aujourd'hui, ça devient exceptionnel et on a des informations qu'on n'avait pas toujours. Donc, on va réserver la fluo ICG dans les cas de doute qui sont en train de diminuer au fur et à mesure. Jusqu'à présent, les polypes pouvaient être un doute et il faut bien faire une ICG dans les polypes. On se rend compte que maintenant, avec le Towarpy, autrement dit, c'est pas une petite évolution, c'est une vraie grande évolution que de pouvoir avoir une imagerie qui nous permet de ne plus avoir beaucoup de doutes, en tout cas, sur les pathologies. Est-ce dans le diabète, tu penses que... Quelles sont les indications? Je
te laisse. Eh bien, préciser. lorsqu'on a un champ aussi large couvert par l'OCT en géographie, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'indications à réaliser des angiographies à la fluorescéine. Alors, malheureusement, on ne l'avait qu'en prêt. Donc, on continue à faire des angiographies à la fluorescéine, mais on espère qu'on Ils pourra... ont dit que la machine Par contre, restait il y a- disponible pour tous les gens sympathiques. Et il y a C'est quelque vrai, chose que alors vous on est avez dit- extrêmement sympathiques, nous. Il y a quelque chose que vous avez dit dans la question qui est vrai, c'est qu'il y a une sémiologie propre. Donc vous ne regardez pas exactement de la même manière. Donc il y a un apprentissage qui est très important. Il y a une seule chose, l'OCT est irremplaçable. En fait, si on regarde toutes les littératures, il y a photocouleur pour l'électropathie diabétique. L'angiographie est meilleure que la photocouleur. L'OCT est meilleur que l'angiographie. Pour détecter les amyres, pour distinguer les amyres de Neveso, pour détecter les zones d'ischémie, c'est mieux. C'est indiscutable. Il y a des études qui ont bien démontré que, il y a une étude qui montrait que les amyres dans les périphéries, les lésions qui étaient détectées comme des amyres, quand on fait l'OCTA avec B-scan, on parle de l'imagerie multimodale, la moitié était des Neveso en fait, qui étaient passés sur l'angiographie comme amyres. Tu as bien montré. Et quand on fait une B-coupe, il n'y a aucun doute, c'est amyre ou Neveso. Donc, Vraiment, je ne sais pas dans votre expérience, mais sur la segmentation des images dans les tout premiers OCTA, il fallait vraiment repasser dessus, revoir la segmentation. Là, on a quand même une facilité et un gain de temps énorme. L'acquisition, on l'a vu, c'est assez rapide, mais la partie segmentation et retravail sur les images, on y gagne encore beaucoup de temps. Oui, et puis on gagne du temps aussi en acquisition, ce qu'on n'avait pas pour les clichés grand champ, Oui. et justement en taille d'image, parce que ça, pour le diabète, on ne l'avait pas encore. Et toutes Pour le ces coup, maintenant, nouvelles on l'a. données quantitatives sur la choroïde, qui pour l'instant ne sont pas encore normalisées, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un effet, mais peu à peu les papiers sortent sur l'intérêt de... Les densités et autres. Enfin, il me semble que pour un centre d'imagerie ou un centre de référence en rétine, aujourd'hui, ça devient vraiment nécessaire. Oui. Et ben ça sera le mot de la fin. Donc j'espère Merci que ça va beaucoup. nourrir beaucoup de discussions. Et donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et on sera content de répondre à vos questions. Merci d'avoir été aussi nombreux et merci à EBC pour l'organisation de ce symposium. Merci.